Alors, Christine Lévesque a réalisé un mémoire à l'espace éthique, un mémoire excellent. Euh, Elle est médecin de soins palliatifs, responsable de l'équipe mobile de soins palliatifs du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, cette fois, et pas de Namur. Merci beaucoup, je vous laisse la parole tout de suite. Bien. Bonjour à tous et à toutes. Et j'adresse donc d'emblée mes remerciements à l'équipe d'organisation qui me permet d'apporter devant vous ce témoignage d'une part de nos activités dans ce milieu si particulier et si méconnu qui est celui de l'exclusion sociale. Alors il va être beaucoup question d'itinéraire dans cette présentation et de fait, mon itinéraire à moi, qui a quelquefois les itinéraires professionnels peuvent réserver des surprises, m'a amené, alors que je ne m'y attendais pas du tout au départ, à m'occuper de soins palliatifs alors que mon métier de base c'était réanimateur, et à passer sans transition de la pédiatrie au monde de l'exclusion sociale à la faveur d'un hôpital pédiatrique que l'on ferme avec une mutation arbitraire et une greffe qui ne prend pas. Mais je le referai sans hésiter, et même peut-être encore plus tôt, si l'occasion s'en représentait. Donc je suis arrivée dans ce milieu complètement impréparée, non pas à passer de la pédiatrie à la médecine d'adulte, mais parce que je m'étais quand même un peu mise à niveau, mais à être confrontée d'une façon aussi importante et aussi radicale au monde de l'exclusion sociale. Donc il a fallu que je m'adapte. Et pour ça, il a fallu que je porte attention à d'abord à l'histoire de l'endroit où j'allais travailler, et puis à l'histoire de l'attitude générale de la société, de ses institutions et du monde de la santé à cette population tout à fait particulière. Ce qui nous a permis en équipe, au fur et à mesure que nous avons accompagné un grand nombre de ces personnes, et au bout de 7 ans de pratique, on en avait accompagné plus de 100, à dégager les enjeux éthiques pour un juste soin palliatif, car on ne peut pas appliquer les mêmes, je ne vais pas dire recettes, mais les mêmes méthodes qu'avec la population générale. Alors, c'est d'abord l'itinéraire d'un lieu. Je travaille au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Autrefois, ça s'appelait la Maison de Nanterre. Elle a été, et elle est encore connue sous ce vocable, et clairement d'origine carcérale. La construction a été démarrée en 1870 et les portes ont ouvert en 1887. Les premiers occupants, qui étaient au nombre de 1300, sont arrivés à pied depuis la maison d'arrêt de Saint-Denis. La prison de Saint-Denis abritait, donc donnait une forme d'asile à ces personnes qui étaient en état de vagabondage. Et cette vocation était celle qui lui avait été donnée par la création officielle, politique, de ce que l'on appelait les dépôts de mendicité. Je rappelle que le vagabondage et la mendicité ont été constitutifs d'un délit passible d'enfermement, même ante delictum, c'est-à-dire un enfermement prophylactique, et que ce décret n'a été aboli qu'en 1994. Au tournant du XXe siècle, cette maison de Nanterre a pu accueillir jusqu'à 4 900 résidents, 3 400 hommes, 1 400 femmes et 100 enfants. Elle comportait une crèche, une maison de retraite et une infirmerie. La perte du caractère carcéral de l'institution s'est faite au tout début du XXe siècle.
L'infirmerie est devenue un hôpital départemental en 1930. L'infirmerie a rendu beaucoup de services, comme cette photographie vous le montre, pour tous les blessés de la Première Guerre mondiale. C'est un hôpital qui n'est pas universitaire, mais qui a eu ses heures de gloire. Le chirurgien Marc Iselin y a développé des techniques de chirurgie de la main. Et puis le pneumologue Max Forestier, lui, y a mené des études qui ont contribué à la mise au point de l'endoscopie bronchique. Il reste des vestiges architecturaux bien visibles dans l'établissement de cette origine carcérale. Et ce sont d'ailleurs les bâtiments administratifs qui sont témoins de cela, puisque l'ensemble du personnel administratif, hormis le personnel de direction, a des bureaux qui correspondent en fait aux anciennes cellules, donc tout en longueur, et des fenêtres avec d'énormes barreaux qui sont à peu près inamovibles. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'hôpital s'est mis à avoir une vocation un peu plus régionale. Néanmoins, la tradition de l'accueil et du recueil social a perduré. Et c'est actuellement, le CACH de Nanterre est actuellement le plus grand centre francilien d'accueil et d'hébergement d'urgence des personnes sans abri. La première consultation de médecine sociale y a été fondée en 1984 par le docteur Patrick Henry. En 1992, le SAMU social y a été fondé par le docteur Xavier Emmanueli, qui avait pris la succession du docteur Patrick Henry. SAMU social qui continue ses activités, comme vous le savez. Il y a donc une double vocation de cette maison, d'une part médicale, avec un certain nombre de services médicaux, et puis une vocation qui reste sociale et médico-sociale. En 2019, on comptait 217 places d'hébergement d'urgence, ce qu'on appelle le CHAPSA, Centre d'accueil et d'hébergement des personnes sans abri. 48 lits haltes soins de santé qui sont réputés être des lits infirmiers, mais qui en fait servent beaucoup à accueillir de façon plus prolongée des personnes qui nécessitent des soins plus approfondis que de simples soins infirmiers. En réalité, les LHSS, c'est un SSR qui ne dit pas son nom. J'y ai travaillé pendant la première vague de la pandémie, et tous les lits sont occupés par des personnes qui présentent des maladies chroniques ou qui sont en intercure de chimiothérapie ou qui sont en radiothérapie ou qui sont en dialyse, vraiment des patients lourds, ce qui pose des problèmes parce que la structure n'est pas adaptée. Le cahier des charges du SSR est loin d'être rempli. Mais enfin, c'est toujours mieux que la rue, l'intercure de chimiothérapie à la rue. Voilà, ça me paraît franchement impossible. Il y a 50 places de ce que l'on appelle le centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Alors, on peut tout de suite mettre des parenthèses au mot de réinsertion sociale. Nous hébergeons dans ces places des personnes qui sont là depuis plusieurs années, qui sont dans un état d'impossibilité d'une quelconque réinsertion. Mais il y a un plan d'évolution de l'hôpital et de l'urbanisme de la ville de Nanterre qui fait qu'actuellement, ce CHRS est en cours de démantèlement. Et puis il y a un EHPAD qui est très particulier puisque sa vocation est d'accueillir préférentiellement, prioritairement, les usagers, les anciens usagers des structures d'hébergement d'urgence ou des lits haltes soins de santé. Ce qui explique qu'ils ont des particularités qu'on ne retrouve ailleurs. La prédominance masculine de la population, à 70%, un âge moyen de 70 ans pour les personnes hébergées, ce qui est très inférieur à l'âge moyen que l'on rencontre dans les EHPAD, je dirais, plus classiques. Et enfin, une forte proportion de personnes qui sont admises par dérogation avant même l'âge de 60 ans.
Et on peut dire que le CAGE de Nanterre, en fait, représente une structure assez unique en son genre en France. Alors, vivre à la rue, c'est d'abord les itinéraires du quotidien. C'est un challenge de tous les jours. Certains nous parlent de marathon. Pour retrouver les lieux associatifs d'accueil, pour retrouver pour pouvoir faire ses papiers. Ils font, certains, en tout cas au début du parcours, font parfois des kilomètres pour trouver où manger, pour trouver où dormir, pour trouver où se laver, changer de vêtements, pour retrouver son coin de manche en espérant qu'il n'a pas été squatté par quelqu'un d'autre, pour faire ses démarches administratives, etc., etc. Tout ceci se déroulant dans un espace-temps qui est terriblement monotone, terriblement répétitif, tous les jours recommencer, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pas de dimanche, pas de jour férié, pas de vacances, c'est tous les jours le même itinéraire qui se répète à l'identique. Et cet espace-temps, il est également incertain, et ce que l'on constate quand on suit les personnes depuis un certain temps, c'est qu'il se rétrécit au fil des années d'errance, et nous aurons l'occasion d'en reparler. Vivre à la rue, c'est aussi n'avoir aucune intimité possible, ni pour ses besoins fondamentaux, ni pour sa toilette. C'est s'exposer au vol, à la violence, à la répression, et quand on est une femme, être exposée aussi particulièrement vulnérable aux violences sexuelles. C'est enfin s'exposer aux intempéries, et ça, c'est une des choses qui est le mieux connue parce que le plus souvent, on attire l'attention sur cette question. Alors c'est certes le froid, mais c'est aussi les fortes chaleurs. Et je ne suis pas la seule à pouvoir témoigner, puisque le collectif des morts de la rue le fait régulièrement, que non, ces personnes ne meurent pas toutes de froid et pas toutes l'hiver. Vivre à la rue et être hébergé dans des structures d'urgence, eh ben, c'est suivre aussi, à ce niveau-là, un itinéraire qui est monotone. C'est arriver à partir de 16h au Chapsa, avec son barda, le poser, et puis attendre qu'on vous attribue une place pour dormir. Et puis passer à l'accueil douche. La douche a été très longtemps obligatoire au Chapsa de Nanterre. Elle ne l'est plus actuellement, mais elle est très fréquentée, je vous rassure. Ensuite, on passe au réfectoire vers 18h30, 19h. Et puis, on va passer la nuit dans une chambre à 4 lits, dans des draps de papier, en espérant que le voisinage permettra de passer une nuit à peu près correcte. Et puis, le lendemain matin, à 6h, après avoir pris un café, eh bien, on repart avec la totalité de son pactage dans les autobus qui vous déposent à des endroits, des spots de recueil, et on réembraye sur l'itinéraire du quotidien, où trouver à déjeuner, etc., etc. Vivre à la rue, c'est donc vivre en permanence dans l'ici et maintenant. Et en ce qui concerne les itinéraires de la santé, c'est d'abord comprendre, tordre le cou à un certain nombre d'idées reçues. On a déjà vu que non, ils ne meurent pas tous de froid l'hiver, et qu'il n'y a pas de dépendance à une quelconque saison dans les maux qui les affectent. La prévention n'a aucun sens. Quand je suis arrivée au CAGE de Nanterre, j'ai un collègue, le docteur Jacques Assin, qui m'a demandé un après-midi si je voulais bien le remplacer quelques heures, le temps d'un rendez-vous à l'extérieur, à la consultation médicale du Chapsa. Et donc je vois un monsieur, la cinquantaine, qui se plaignait d'une douleur au pied. Donc on regarde le pied, c'était un mal perforant plantaire,
Le mal perforant plantaire, c'est témoin du diabète. Donc je lui fais une glycémie, et puis je la trouve très élevée. Et je lui propose de le mettre dans le circuit hôpital de jour, hôpital de semaine du service de diabétologie. La réponse, elle ne s'est pas fait attendre. Hein. C'est non, non, tu soignes mon pied parce que demain, il faut que j'aille récupérer une allocation, je ne sais plus à quel endroit, donc il faut que je puisse marcher. Et donc là, j'ai vraiment pris conscience qu'on vit dans l'ici et maintenant. La préoccupation, c'est la survie au jour le jour. Et les problèmes de prévention n'ont pas grand sens. Ces conditions de vie à la rue rendent compte d'un état de santé qui se dégrade extrêmement rapidement. Deuxième idée reçue à laquelle tordre le cou, il n'y a aucune pathologie spécifique aux gens en situation d'exclusion. Aucune. Ils ont les mêmes maladies que tout le monde. Le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer, pour ne citer que celles-ci. Le problème est que, avec ces conditions de vie, où la santé n'est plus la priorité, les diagnostics sont faits souvent de manière tardive. Pour ce qui concerne les cancers, c'est très fréquemment au stade multimétastatique, parce qu'il y a un épuisement qui fait qu'ils vont enfin recourir aux soins vu qu'ils ne peuvent plus marcher. Le suivi est aléatoire. On a eu comme ça à s'occuper d'un patient qui avait été diagnostiqué d'un cancer du larynx, a priori accessible à un traitement, et puis qui a totalement disparu du radar sanitaire après l'énoncé du programme thérapeutique. Et quand ce monsieur était hébergé au CHRS, quand l'équipe mobile a été appelée, il a refusé l'hospitalisation alors qu'il était vraiment en phase terminale. Et il a fini par nous expliquer qu'en fait, il fallait attendre le 5 juillet, parce que le 5 juillet, il allait déposer l'argent de la dernière traite de sa maison, qu'il avait fait reconstruire, dans son pays d'origine. Je ne sais pas comment il a pu, dans l'état dans lequel nous l'avons vu, se rendre lui-même à la poste pour effectuer ce dernier acte social, ce dernier acte de mari et de père responsable, mais toujours est-il qu'il l'a fait et qu'ensuite nous avons pu l'hospitaliser. On était le 5 juillet, donc il est décédé le 14. Donc suivi aléatoire ou pas de suivi du tout parce qu'il y a d'autres priorités que la santé. Et toutes ces pathologies, qui sont donc celles de tout le monde, sont aussi considérablement aggravées et fréquemment, avec une grande fréquence, par la présence de troubles psychiatriques. On estime qu'il y a à peu près, dans la population des personnes SDF, 30% de psychotiques. Elles sont aggravées aussi par le tabagisme, l'alcoolisme et la consommation de drogues ou de psychotropes. C'est également extrêmement fréquente. Et tout ça rend compte d'une espérance de vie qui est drastiquement réduite. Ça, c'est la littérature internationale. Il n'y a pas beaucoup de littérature, je peux vous dire, sur le sujet. Hein. Je ne dépasse pas la 20aine d'articles, mais elles sont toutes concordantes. Une personne qui est en situation de rue complète, l'âge moyen au décès est de 49 ans. Si elle bénéficie d'un hébergement d'urgence, cette espérance de vie monte aux alentours de 55-60%. Seules dépassent les 65 ans les personnes qui bénéficient d'un hébergement pérenne, soit en CHRS, soit en EHPAD, à condition que le temps d'errance n'ait pas excédé 10 ans. Et tout ceci, évidemment, souligne l'importance cruciale du mode de mise à l'abri que l'on peut réaliser. Alors, excusez-moi. Il y a eu
mais il n'y a encore aucune intégration de cette évidence absolue, compte tenu des chiffres que je viens de vous montrer, cette évidence absolue de la fin de vie dans le travail institutionnel et social. Et donc beaucoup de ces personnes meurent. Elles meurent où elles peuvent, et en général pas très bien. Le premier problème dans ces itinéraires de la fin de vie, c'est l'impossibilité, encore actuelle, de décompter officiellement le nombre de morts. Le collectif des morts de la rue, qui est très actif sur cette question, comme sur pas mal d'autres, arrive à en identifier entre 500 et 600 par an, avec généralement une proportion de 5 à 10% d'enfants. Mais on se heurte au refus institutionnel de communiquer des chiffres. Je suis rentrée en relation avec les instituts médico-légaux franciliens et je me suis heurtée à un niet. Pas de communication des chiffres du nombre de SDF retrouvés morts sur la voie publique et qui ont pu y être acheminés. Alors, il y a eu en 2014 une étude qui a été pilotée par l'INSERM, qui était basée sur une méthode de capture, recapture à partir d'un certain nombre de fichiers. Je ne peux pas rentrer plus avant dans les détails parce que c'est très compliqué et que je ne suis absolument pas statisticienne. Mais les conclusions de cette étude, parues en 2010, sur 2 années d'observation, 2008-2009, faisait état d'une estimation de 7000 personnes décédées dans cette période. Et les auteurs concluaient également que ça aurait pu être beaucoup plus sous-estimé. Pardon. Alors, de quoi ils meurent ? Ils meurent de cancer, de maladies cardiovasculaires, d'infections. Il y a relativement peu de suicides, assez étonnamment, bien que les conduites suicidaires et les troubles anxio-dépressifs soient extrêmement nombreux. La mort violente, elle intervient dans 20% des cas. La mort violente, c'est beaucoup d'agressions, les overdoses qui ne sont pas prises en charge, les accidents et les noyades. Ça intervient pour un cinquième de la mortalité. Où est-ce qu'ils meurent ? Ça dépend de l'endroit où ils sont hébergés. Ceux qui ne sont pas hébergés vont mourir à peu près à 60% sur la voie publique. Ceux qui bénéficient d'un hébergement, cette proportion est d'environ aussi 60%, mais ça concerne cette fois-ci des lieux de soins. Donc on voit bien que la prise en charge, et surtout la prise en charge d'un hébergement, qui soit pérenne ou qui soit d'urgence, influe sur sur le lieu où va se produire le décès. Alors, quand on regarde comme on l'a fait en équipe au niveau de l'équipe mobile, parce que quand ils arrivent, nous, on est sur vraiment la dernière étape de l'itinéraire de la vie à la rue. Pour ceux, alors ils sont tous référés par les structures sociales du CHAPSA, hein, pratiquement tous. Quelques-uns qui venaient plutôt de l'extérieur et qu'on a vus dans des services médicaux, mais la majorité des 100 personnes qu'on a accompagnées venaient du CHAPSA. On se rend compte, quand on reconstitue un petit peu les histoires, quand on essaye de prendre un peu du recul sur l'ensemble des dossiers, qu'avant la mort physique, avant la mort biologique, ce sont des personnes qui connaissent comme toute une série de petites morts. Une mort administrative, une mort psychique, et puis enfin ce qu'on appelle la mort sociale. La mort administrative, c'est souvent le premier truc qui intervient. Elle est inhérente évidemment à leur mode de vie, mais aussi beaucoup au poids de la bureaucratie française, qui ne simplifie pas les choses. Nous le savons déjà, nous, dans nos vies courantes, hein, quand il manque un papier, que la date n'est pas là, enfin, voilà.
Et c'est souvent la première étape d'une invisibilisation qui est assez inexorable. C'est des papiers perdus ou des papiers volés, parce qu'il y a beaucoup de vols entre SDF, ils se volent les affaires. C'est des droits communs non ouverts, y compris chez des personnes hébergées parfois depuis longtemps, ou non renouvelés à temps, parce que le renouvellement, ça va nécessiter qu'on se déplace dans plein d'endroits, parce qu'il va falloir faire la queue, parce qu'on est fatigué, parce que voilà, l'errance, elle pèse de plus en plus lourd au fil des ans, et du coup, on laisse tomber. Il y a une forte proportion de personnes qui sont issues de l'immigration dans cette population. Alors eux, s'ils ont des problèmes de CMU auxquels ils n'ont pas droit ou ils n'ont pas encore, une AME qui n'a pas été enclenchée, dans les problèmes inhérents aussi au titre de séjour, soit qu'on soit dans la phase d'instruction de l'accord du titre de séjour, soit qu'ils aient été déboutés du droit d'asile. Tout ça est très compliqué pour eux, surtout quand ils ne manipulent pas, il y a un problème avec la langue française. Et ça va indiscutablement avoir des implications sur la santé, parce que ce défaut de papier à jour ne leur donne pas accès à certains soins. Si vous n'avez pas de couverture médicale complémentaire, vous n'avez par exemple pas accès à un service de soins de suite et de réadaptation. C'est ce qui fait que nos lits haltes soins de santé accueillent des personnes qui sont en intercure de chimiothérapie, pour les raisons que je vous ai exposées tout à l'heure, ou en radiothérapie. Normalement, ça se fait plutôt dans des services de soins de suite. Et indiscutablement, ça aboutit à des pertes de chance. La mort psychique est un phénomène qui fait en fait l'objet de plusieurs types de constatations. Là aussi, il n'y a pas énormément d'articles, il n'y a pas une littérature extrêmement abondante. Les équipes mobiles de psychiatrie précarité, qui se déplacent donc dans les lieux je ne peux pas dire lieu de résidence, parce que ce n'est pas une résidence, mais au contact, je vais dire, des personnes qui sont à la rue, ont constaté qu'un certain nombre de ces personnes refusent l'aide qui leur est proposée. Et eux, ils y voient comme une espèce d'apparente suradaptation à leurs conditions de vie. Ils échappent aux normes sociétales et du coup, ils encourent une disqualification sociale, comme nous le verrons tout à l'heure. Et tout se passe comme s'ils avaient un besoin de contrôle sur ce qui leur arrive, comme un besoin de reconnaissance, de s'affirmer encore. Ce qui est très compliqué parce qu'il n'y a pas de réflexivité possible sur un passé qui est très souvent douloureux. Il y a une immense proportion de ces personnes qui ont eu une enfance fracassée, qui ont connu la violence, qui ont connu les deuils, qui ont connu les placements, qui ont connu l'abandon. La société actuelle et son organisation ne leur donnent pas vraiment de raison objective de se projeter dans un avenir meilleur. Et très progressivement, en même temps qu'ils se coupent de la société, ils vont aussi se couper d'une certaine forme de vie psychique qui leur donne accès à certaines relations. Et ça aboutit à des perturbations identitaires. Vous n'avez pas idée du nombre d'Emmanuel Macron qui viennent demander une chambre au CHAPSA tous les jours. Voilà, on a des personnes, on ne contrôle pas les identités, on demande un nom, un prénom, voilà. Et on a des dépersonnalisations, en fait. On avait un de nos résidents, enfin, de nos usagers, qui se présentait sous le nom de Aldo le pharmacien. Alors pourquoi le pharmacien ? Parce qu'il troquait des médicaments qu'il avait récupérés dans les poubelles contre des canettes de bière et
des cigarettes. Voilà. Mais on en reparlera d'Aldo un petit peu plus tard. Pour d'autres, l'incurie que l'on constate fréquemment en conditions de rue, c'est comme un refuge. Alors, l'équipe de Franck Mathieu, en 2014, a avancé une hypothèse, avancé une explication en parlant de manteau cloacal. Ce n'est pas un mot très joli, hein, cloaque. Cloaque, ça rappelle l'orifice qui regroupe les voies digestives, urinaires et génitales chez le poulet. Et puis, ça rappelle aussi ce qu'on appelait la cloaca maxima, qui était la plus grande bouche d'égout construite sous l'Empire romain. Quand on ne peut plus habiter que son propre corps, que l'on est exposé en permanence à la vue de tous, qui ne regardent qu'exceptionnellement, en fait, eh bien, tout se passe comme si la sphère sensorielle se dilatait pour créer une barrière physique faite à la fois de l'image d'incurie qu'on renvoie, et puis d'odeurs très fortes, d'odeurs effractantes, mais qui constituent comme une forme de proto-habitat, comme un espace sensoriel et donc physique qui va mettre une barrière entre soi-même, réduit à son propre corps, à son seul corps, et puis tous les autres. Et je trouve ça très intéressant parce que ça joue aussi un rôle défensif de cette pseudo-intimité qui se reconstitue de cette manière. Sauf que ça enferme un petit peu plus à l'intérieur de soi, ça isole encore plus, hein, dans un souci d'abord d'économie de la pensée, et puis ensuite vraiment de coupure, mais c'est son monde à soi. On n'a plus que son corps pour exister. Jean Furtos avait déjà décrit au début des années 2000 l'existence de patterns d'évitement des relations et a parlé même d'anesthésie de la vie psychique. Et cette exhibition de l'incurie m'a fait penser à ce que Michel de Musan a décrit dans les années 70 comme le travail de trépas. Le travail de trépas qui consiste en une ultime poussée libidinale à se montrer, se faire exister dans un monde que l'on s'apprête à quitter et avant de désinvestir la totalité de ces relations objectales. Ça, c'est décrit dans les fins de vie qui durent suffisamment longtemps, hein, ce travail-là. Comme si la personne essayait une ultime fois de se remettre au monde et de se montrer avant de tout laisser tomber. Et c'est ce qu'on observe chez ces patients. Alors pour certains, l'image du clochard, c'est un aveu de faiblesse. Et ils cherchent au moins dans un premier temps à échapper au premier regard qui les stigmatise. On s'est longtemps occupé d'un monsieur qui s'appelait José et qui disait tu comprends, moi j'essaye de me laver le plus souvent possible parce que je ne veux pas leur renvoyer ça. Hein, l'image du clodo, pas lavé, pas rasé, mal sapé et qui schlingue. Ici, sur cette image, vous avez la photographie d'Henri, qui est un personnage assez central dans le film de Klaus Drexel qui est sorti en 2014 et qui s'appelle Au bord du monde et qui est consacré à ces personnes de la rue. Henri, que vous avez vu d'ailleurs sur la diapositive de titre, il se terrait toute la journée dans le souterrain qui relie toujours, mais il est fermé, l'avenue des Champs-Élysées à l'avenue de la Grande Armée sous la place de l'Étoile. Voilà. Et il n'en sortait que la nuit avec juste un pantalon et puis cette couverture raide de crasse qu'il a sur lui pour fouiller les poubelles des restaurants de l'avenue des Champs-Élysées.
Donc, il ne s'exhibait pas, en fait. Il ne voulait pas renvoyer cette image de lui. Bon, Henri est toujours vivant, enfin du moins je l'espère, parce que les dernières nouvelles qu'on a eues de lui n'étaient pas très bonnes. Et lui, il refuse la plupart du temps l'hébergement d'urgence. De temps en temps, il vient, mais la plupart du temps, il préfère rester dans ses abris. Et c'est aussi parler de la condition des femmes en situation de rue. Les femmes sont très minoritaires dans la rue, elles sont moins de 20%. Mais par contre, elles sont sujettes à une surmortalité, en particulier dans la tranche des 18 à 44 ans. Elles meurent nettement plus que les hommes dans cette tranche d'âge. Et c'est une constatation que nous, on a faite effectivement au CACH, mais qu'on retrouve dans la littérature internationale. Et puis, en plus des soucis du quotidien, elles ont un souci de plus, c'est échapper aux prédateurs sexuels. Et voilà le témoignage de Carole, qui était dans un état d'incurie assez incroyable et qui m'expliquait si je suis dégueulasse, je me fais violer 3 fois moins souvent, tu comprends voilà. Et donc, l'un des derniers itinéraires avant la mort physique, c'est ce que Philippe Charlier et Jacques Assin ont décrit en 2014 dans leur article, c'est 2015 d'ailleurs, comme étant la mort sociale des personnes sans abri. Alors voilà comment ils la définissent, donc je vais vous lire la phrase parce que je n'ai pas trouvé le moyen de la couper. Je trouve que c'est tellement important les différents termes. La mort sociale concerne des personnes vivantes en situation de pauvreté, d'isolement ou atteintes de maladies graves et symboliquement considérées comme mortes. Les sujets dans cette situation deviennent physiquement et socialement séparés du reste de la communauté des vivants. C'est l'acception sociale de la norme qui fait qu'on est exclu ou exclu, vivant ou mort socialement. Et déjà, quelques années avant, Pierre Bourdieu avait parlé de la mort sociale. Lui, ça concernait les chômeurs de longue durée, en disant que c'était un sentiment de délaissement, de désespoir, voire d'absurdité, qui s'impose à l'ensemble de ces hommes soudain privés, non pas seulement d'une activité ou d'un salaire, mais d'une raison d'être sociale, et ainsi renvoyés à la vérité nue de leurs conditions. Ils ne peuvent vivre le temps qui leur est laissé que comme temps mort, temps pour rien et vidé de son sens. Dans cet article, Philippe Charlier et Jacques Assin ont aussi brossé le tableau du grand exclu en reconnaissant 8 critères d'identification. Au premier desquels, l'irréversibilité de leurs conditions sociales. La réinsertion, on le sait depuis 20 ans, mais ça n'a pas changé grand-chose à la politique qui est adressée à ces personnes. La réinsertion, c'est une chimère. Il y en a moins de 5% qui y parviennent, et encore faut-il que le temps d'errance n'ait pas excédé 2 ou 3 ans. Au-delà, on bascule extrêmement vite, et pour toutes les raisons que je vous ai exposées précédemment, dans l'irréversibilité d'une condition. Deuxièmement, le rapport au temps. Ce temps linéaire devient progressivement circulaire, toujours le même itinéraire physique, toujours le même espace qui va d'ailleurs avec le territoire restreint. D'abord, on a un territoire diurne et nocturne. Donc ça, ce sont ceux qui fréquentent, par exemple, nos hébergements d'urgence. Et puis, assez rapidement, ça va se délimiter. Il ne va plus y avoir qu'un territoire unique lorsqu'on n'arrive pas à les héberger de façon pérenne. Il y a des perturbations du schéma corporel et surtout des perturbations de l'attention au corps. On avait un patient qui nous disait oui, tu sais, c'est pas anormal de cracher du sang quand il fait super chaud et puis qu'on a clopé toute sa vie. Voilà. N'importe qui se met à cracher du sang quand même dans la société de référence s'inquiète. Là, il y a une autre échelle d'interprétation de tout ce qui peut arriver au corps.
qui fait qu'on arrive à dissimuler des symptômes d'une particulière gravité. Ce qui a été noté aussi depuis très longtemps, c'est la rareté de la plainte douloureuse pour des lésions. Il y en a qui marchent sur des fractures. La personne qui est photographiée ici, je pense que vous voyez bien qu'elle a d'énormes abcès aux pieds qui ne sont pas traités. On a pu décrire des lésions cutanées, par exemple, absolument historiques chez certains patients usagers du Chapsa et qui avaient totalement échappé, semblaient lui avoir totalement échappé. Alors, on sait que la distraction, entre guillemets, est une façon de traiter la douleur de manière non médicamenteuse. On imagine que c'est l'ensemble des préoccupations graves, quotidiennes et répétitives, qui sont celles de la condition de la vie à la rue, qui jouent un petit peu le rôle d'anesthésie. Il n'y a aucune raison de penser qu'ils ont un système nerveux qui se soit modifié ou qui ne réagissent pas de la même manière que nous. Voilà. Donc il y a la dégradation de l'hygiène qu'on a déjà envisagée, l'athymie, avec un développement d'une apparente indifférence aux conditions scandaleuses de la vie à la rue, et ils ont même identifié un certain nombre de signes biologiques sur lesquels je ne m'étendrai pas plus que ça. Ce qui est certain, c'est qu'à toutes les étapes de leur parcours, ils subissent une dépersonnalisation. D'abord, une anonymisation. On les désigne par sans-abri, sans domicile fixe, confondus dans un espèce de collectif banalisé qui est décrit uniquement en termes de perte, sans papier, sans profession, sans ressources, sans toit stable, etc. Et pourquoi pas aussi, je vais oser, sans dents, comme le disait un récent président de la République. Sans aveu, c'est-à-dire au Moyen-Âge, c'était des gens sans aveu, c'est-à-dire qui n'étaient pas référés à un suzerain. Sans feu ni lieu, qui n'étaient pas inscrits sur le tableau d'une commune, parce que c'est un phénomène, le vagabondage, la mendicité qui est connu depuis des siècles, qui est décrit abondamment dans la littérature, à défaut de l'être dans les ouvrages historiques ou dans les ouvrages médicaux. Et la glissade du sans feu ni lieu au sans foi ni loi, elle n'est pas loin. Elle est assez vite faite parce que ce sont des populations qui inquiètent, dont on se méfie. Autrefois, il y avait les bons et les mauvais pauvres, et je ne suis pas tout à fait certaine qu'il n'en soit pas encore à peu près de la même manière aujourd'hui. Ce qu'on constate quand on regarde les documents, les rares documents historiques, c'est que l'attitude à leur égard, elle oscille constamment entre l'insistance et la répression. Et cette dépersonnalisation, cette espèce de fourre-tout dans lequel on les met, est renforcée par l'anonymisation des dons. Que ce soit de l'argent, que ce soit de la nourriture, que ce soit des vêtements, ça se passe assez rarement de personne à personne, mais par une structure intermédiaire, une association. Et heureusement qu'elles sont là, et heureusement qu'elles y font attention. Heureusement je ne suis pas en train de dénigrer le travail associatif, hein, loin de là, parce que sans les associations, je ne sais pas combien on aurait de morts en plus et de catastrophes en plus. Mais voilà, c'est rarement de personne à personne. C'est vraiment une coupure. Et c'est cette coupure par rapport à la société de référence qui me fait soutenir l'idée que si la mort administrative et la mort psychique découlent directement de leurs conditions de vie, entre guillemets, sont de leur fait, bien qu'ils ne soient pas... au bout d'un moment, ils n'y peuvent vraiment plus rien. La mort sociale, je la considère, et on pourra en discuter, j'espère, comme une construction de notre société normée. Ce sont des gens qui échappent à la norme sociale, entendue comme la norme dans la société de référence, et donc qui sont disqualifiés, et qui par leur attitude, ou simplement leur présence,
nous confrontent à une altérité radicale, tellement radicale qu'on peut à la limite se demander si on les considère encore comme étant de la même humanité que nous. Qu'est-ce que c'est que cet autre que j'ai là devant moi et que je n'arrive pas à me représenter comme un possible moi-même? Tellement c'est insupportable, tellement je n'ai pas envie de regarder ce qu'il me donne à voir, parce que ça me plonge dans une angoisse terrible. Cette vulnérabilité extrême à laquelle il nous confronte, très curieusement, elle a l'air de moins nous mobiliser que d'autres vulnérabilités extrêmes auxquelles nous sommes aussi confrontés. Et est-ce que l'on ne pourrait pas, quand on veut bien se regarder vraiment en profondeur, se dire qu'on les considère, comme disait Judith Butler à propos des malades du sida, mais je trouve que ces paroles s'appliquent très bien à cette population, comme des vies indignes d'être vécues, donc indignes d'être pleurées, non productives, sans intérêt et donc sans valeur. Et donc, ils font l'objet d'un processus d'invisibilisation. Alors, certains se retirent, se cachent, eux-mêmes ne sortent que la nuit, comme on a vu Henri tout à l'heure. Mais ils font tache dans le paysage urbain. Et du coup, ils sont l'objet de politiques urbaines qui leur sont franchement hostiles. Il n'y a qu'à voir les transformations du mobilier urbain. Disparition des bancs, remplacement par des sièges individuels ou des bancs cloisonnés sur lesquels il est impossible de s'allonger. Disparition des fontaines Valas, par exemple, dans les rues de Paris. Donc, difficulté de trouver de l'eau potable. Pendant la première phase du Covid, on a reçu comme ça un patient qui n'avait pas trouvé d'eau potable depuis 48 heures, qui avait bu dans les caniveaux. Et finalement, on se demande si on ne les considère pas comme de parfaits étrangers, avec ceci en moins, c'est qu'on ne leur accorde même pas une hospitalité convenable. On ne veut plus partager quelque chose de l'espace public dans lequel pourtant on les réduit à vivre. Voilà, donc on voit bien que l'oscillation historique entre l'assistance et la répression, elle est encore présente. Même si ce n'est pas une répression directe, franche, elle est quand même encore présente. Il y a aussi, alors j'y ai été confrontée pendant la première vague de la pandémie, mais des tentatives d'atteinte au droit d'aller et venir librement. Alors, c'est des dispositions normatives qui sont propres aux rues de Paris, en vertu d'un arrêté, tenez-vous bien, du 12 Messidor en 8, n'est-ce pas, toujours en vigueur, dans la police des mendiants qui autorise leur mise en détention provisoire. Et donc, au nom de cela, on a voulu empêcher les résidents des lits halte soins de santé pendant la première vague de la pandémie de coronavirus d'avoir le droit à la sortie de 1 heure qu'on accordait à tout le reste des citoyens. Bon, on a fait de la résistance, on a transgressé, mais vous voyez que finalement, l'attitude, elle ne change pas, en fait. Ils inquiètent, ils font peur, on s'en méfie. Et quand ils disparaissent, la plupart du temps, c'est sans laisser de traces. Le traitement funéraire, je vais parler de ce que je connais, parce que dans les endroits, je dirais dans les hôpitaux de l'assistance publique, ils séjournent assez longtemps en chambre mortuaire, et puis ensuite on les regroupe, et il y a un convoi de 6 à 8 personnes dans une housse en plastique,
et on les inhume au carré des indigents à Thiais. Alors, depuis quelque temps, les associations, depuis plusieurs années, les associations organisent un accompagnement avec une... Oui. Et puis, au Cache, nous, on a un cimetière qui est maintenant désaffecté, mais, enfin, qui ne sert plus, mais qui est toujours là, pour la bonne raison que le docteur Max Forestier y est inhumé. Donc, on ne peut pas le récupérer. Et ils ont droit à une cérémonie individuelle. Alors, de tout ce que je viens de vous dire, on a qui représente 7 ou 8 années de réflexion sur ces conditions, on a pu, et ça va être ma conclusion, sortir des enjeux éthiques, d'abord ne pas projeter sur eux nos idéaux de soignants. Ils ne les partagent souvent pas, ils souhaitent pour la plupart finir leur vie dans les structures qu'ils connaissent, même si elles ne sont pas adaptées. On va donc passer de l'idéal de la bonne mort, à celle de la bonne conscience. Et de la bonne conscience à celle de la mort décente, c'est-à-dire dans des conditions convenables de sécurité, de confort, mais qui permettent encore à ceux qui ont encore des souhaits, des désirs, et ils sont nombreux, de pouvoir trouver un compromis. Parce qu'ils font famille ou société ailleurs. Je me souviens de Marcel qui ne voulait pas aller en unité de soins palliatifs alors qu'il avait un cancer qui menaçait de se terminer en hémorragie cataclysmique, ce qui a d'ailleurs été le cas, à cause de son chien. Il avait confié son chien à un copain de galère qui le lui amenait 2 fois par semaine à l'entrée de l'hôpital. Bon, Marcel est allé en USP quand on a pu lui garantir que la visite du chien serait possible. Et effectivement, l'USP a organisé 3 visites du chien. Et donc, il faut faire cheminer le soin, et pas seulement le soin palliatif, entre 2 écueils. La banalisation, qui est en fait la réponse à une obligation déontologique minimale, et puis l'emphase, c'est-à-dire vouloir le mieux pour ceux qui n'ont pas souvent connu le simplement bien, sans eux, et là on bascule assez rapidement dans la pitié dangereuse. C'est développer donc une étude de la sollicitude, mais une sollicitude qui soit respectueuse de ce qui peut rester de souhaits, de désirs, de vouloir. Comme Alexandre là, sur la photo, qui nous montre le chemin, qui nous dit ce que l'on peut faire pour lui. Ce n'est pas cette espèce d'obligation face au grand dénuement, face à la vulnérabilité extrême qui dit je vais m'occuper de toi. C'est se mettre en retrait, rechercher ce qu'il y a encore de désirant et dire qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi. J'ai presque fini, je suis désolée. Voilà, et ça peut passer, je pense, par une constatation que nous sommes tous vulnérables, nous ne sommes pas pourtant tous précaires, mais j'ai vu des chemins de vie tellement fragilisés. Il suffit parfois de pas grand-chose, un veuvage, un accident de la vie, un chômage, quelque chose qui se passe mal et qui précipite la descente à la rue. Et je pense qu'on devrait déjà, à titre individuel, avant de parler des politiques sur lesquelles on pourrait influer, se mettre dans la posture de ces cinéastes-là, Klaus Drexel, son preneur de son, et Sylvain Lezer, le photographe qui prend le cliché. Il est en train de filmer Christine, qui passait toutes ses nuits adossée aux grilles du jardin des plantes. Et vous remarquerez une chose, il est en position basse, il est à niveau, voire même la majeure partie du film est filmée en contre-plongée, pour que ce soit vraiment l'image de eux qui puissent transmettre ce qui reste de vivant en eux et ce qu'ils décident. Voilà. Et donc, voilà, je termine en remerciant 2 personnes. Le docteur Jacques Assin, qui était le responsable du département de médecine sociale jusqu'à ces dernières années, pour sa transmission de savoirs précieux,
du claudologue à l'amourologue, comme on se le disait entre nous, parce que bon, il ne faut pas non plus que ce soit tout ça morbide et il ne faut pas se laisser prendre non plus à ça. Et puis il y a monsieur Sylvain Lezère, qui était le directeur de la photographie du film Au bord du monde, que je connais et qui m'a généreusement permis d'utiliser quelques-uns de ces clichés pour enrichir cette présentation. Voilà. Et au nom de toutes les personnes que j'ai souhaité représenter dans cette intervention, je vous remercie de votre attention. Je voulais remercier Christine. D'abord évoquer Jacques Assin, qui est une personnalité, une figure majeure. Il a été reçu dans le cadre des 10 heures de l'éthique qui t'a précédé en 2015. Et voilà, avec Christian Hervé et avec d'autres, ils avaient été très investis effectivement dans le cache de Nanterre. Pourquoi je voulais la remercier? C'est d'abord parce qu'il n'y aura pas de questions, puisque on a un intervenant de prestige, puisque c'est notre dernier doctorant, donc infirmier, docteur, Jean Lefebvre-Thiel, qui va intervenir, et vous verrez avec beaucoup de passion. Et je voulais vraiment remercier Christine, d'abord dans son parcours à l'espace éthique. Elle a fait le master, maintenant elle fait un doctorat chez nous. Elle est aussi associée à toutes sortes d'initiatives qu'on a développées, notamment ces derniers mois, dans le contexte de la pandémie, sur les soins palliatifs, sur les vulnérabilités, notamment avec les endeuillés. On a monté tout un groupe de travail, elle est toujours présente, et c'est une manière aussi de faire l'éthique que d'être toujours en attention et en intention. Merci infiniment. Puis je voulais dire aussi, peut-être que ça vous paraît un peu particulier cette journée, parce qu'elle est finalement faite de celles et ceux qui interviennent. Ça paraît un peu chaotique par rapport à un programme qui n'est pas linéaire, comme vous aurez des programmes linéaires quand vous allez suivre 3 heures de philosophie, 3 heures d'épistémologie. Là, c'est vraiment une aventure. Chacun, je pense, y trouve du plaisir par rapport à ses champs de curiosité. Mais il faut être attentif aussi aux choses où on n'est pas le plus attentif. Je voulais juste te dire à quel point elle nous est précieuse, Christine. Parce que quand on a créé l'espace éthique de l'assistance publique aux hôpitaux de Paris en 1995, on aurait pu parler de bioéthique, on aurait pu parler déjà de génétique. Le premier groupe de travail qu'on a mis en place, c'était le groupe avec les agents de chambre mortuaire. C'est-à-dire pour nous, parler de l'éthique, alors qu'on était dans un grand CHU, c'était pas d'aborder l'éthique d'en haut, c'était d'aller au plus près des réalités les plus humaines, les plus sensibles, les plus délicates. Et on a travaillé des années durant avec les agents de chambre mortuaire, et on a développé d'ailleurs une éthique très très spécifique qu'on voit aujourd'hui, et ça les a bouleversés quand ils se sont retrouvés en situation de pandémie, à envelopper les gens dans des body bags sans qu'il y ait tous les rites sur lesquels on a travaillé pendant des années. Et ce qui est aussi intéressant, il y avait le mouvement des soins palliatifs qui s'était développé dans les années 80. Nous, l'espace éthique, on apparaît en 95 aussi dans cette dynamique. Et voyez, soyez quand même sensibles au fait que l'éthique, c'est pas uniquement de l'intellectualité, c'est pas uniquement des grands mots, c'est pas uniquement étudier les lois, c'est aussi aller sur le terrain. Et ce qu'on attend dans votre master ou dans votre DU, c'est que vous restituez votre expérience de terrain. Vous allez voir dans un instant, quand Jean Lefebvre-Lutil, qui est ici présent, toujours présent, est venu la première fois à l'espace éthique, donc il a suivi un parcours complet, DU, Master 1, Master 2 et puis brillant doctorat. C'était un infirmier donc, de la Pitié-Salpêtrière qui travaillait en pédopsychiatrie. Et vous allez voir la thématique qu'il a abordée. Beaucoup de gens vous auraient dit, mais en quoi c'est une question éthique? Il y a des choses plus sérieuses. Parlez de la dignité, parlez-nous de la procréation médicalement assistée, parlez-nous de questions un peu sérieuses. Je pense que soyez attentifs au fait que les questions les plus sérieuses, c'est probablement les questions auxquelles peut-être on est le moins attentif. Et t'entendre, comme tu construis un discours, je ne sais pas si c'est dans 2 ans ou 3 ans que tu vas soutenir ta thèse, mais vous noterez sur votre agenda le jour où elle va soutenir sa thèse, parce que Lara nous parlait de son expérience du cash, qui est une expérience pathétique, d'une certaine manière. Quand elle vous a parlé, pendant des heures, vous parlez du groupe de travail qu'on a monté avec les morts de la rue, le collectif Les Morts de la Rue qui est venu nous voir. Vous savez, il y avait, vous verrez qu'on verrait l'espace éthique. Donc j'ai vu que vous ne connaissez pas le plan, parce que sur le plan d'espace éthique, vous rentrez à Saint-Louis et vous trouverez l'espace éthique. Mais on est juste en face du canal Saint-Martin. Et rappelez-vous des Don Quichotte. Et donc les Don Quichotte, vous vous rappelez, qui s'étaient installés juste en face de l'espace éthique, ils avaient de l'intuition, et on a été réquisitionnés pendant des mois pour accueillir les gens de la rue. On a développé des relations, on a fait une charte de la maraude. Et pour terminer, pour moi, une des plus belles inventions, et je termine sur ce point éthique, à laquelle j'ai pu participer comme témoin, je ne fais pas partie du collectif Les Morts dans la rue, c'est l'invention des morts dans la rue. Ce sont des citoyens qui se sont insurgés contre le fait que des personnes étaient mortes avant leur mort,
et qu'au moment, avec des personnalités remarquables comme Pedro Meca, un dominicain, et donc ils ont décidé que ces personnes n'auraient peut-être pas de vie dans leur vie au moment de leur existence, mais qu'au moment de leur mort, la société devait leur rendre hommage. Et donc, ils ont fait tout un travail, on pourra en discuter pendant des heures, à l'Institut médico-légal. On mettait les cercueils, donc sans savoir qui était dans le cercueil, il y avait uniquement un prénom. On les mettait dans des camionnettes les unes sur les autres. Ils ont lutté à l'Institut médico-légal. Ils ont développé un rite. Regardez ce que fait, avec en plus le mémorial, tous les 6 mois, un rite d'accompagnement des personnes au nom de la cité, avec des prises de parole, alors qu'on sait très très peu de l'histoire de la personne. Tout ça pour vous dire que c'est ça l'éthique, c'est ça qui nous passionne. Ce n'est pas uniquement de parler de bioéthique d'une manière transcendante, c'est de parler de réalité qui touche véritablement au vital de notre société, à nos essentiels. C'est pour ça qu'elle est une essentielle, et je vous demande d'applaudir notre essentiel.